Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 3 mai. Pénurie de personnel, tensions au sein des équipes, difficultés de recrutement. Au CHPF, le manque de soignants touche particulièrement le secteur de la réanimation, un service clé qui cherche aujourd'hui à susciter des vocations locales. Les voiliers de nouveau dans le viseur à Raiatea, à Utuarere. Des habitants se sont mobilisés ce matin pour dénoncer des mouillages jugés abusifs malgré les règles instaurées par le Rahui depuis plusieurs mois. Une situation qui ravive les tensions dans le secteur. Qui seront les prochains Miss et Mister Aromatei? Avant la grande soirée d'élection, les candidats se sont prêtés au traditionnel shooting photo. Première pause, premier échange et déjà beaucoup d'émotions pour les prétendants au titre. Comme tous les dimanches, ne manquez pas le grand JT Sport. Nos journalistes étaient présents sur plusieurs terrains cette semaine pour vous faire vivre les temps forts sportifs du Fénois. VTT, bras de fer, lutte ou encore volleyball. Une édition riche en performances et en ambiance à retrouver en deuxième partie de ce journal. Le manque de personnel médical reste une difficulté majeure au CHPF. Et lorsque cette pénurie touche un service aussi sensible que la réanimation, c'est tout l'hôpital qui se retrouve sous tension. Pour préserver ce service ultra spécialisé, les équipes souhaitent aujourd'hui encourager davantage de Polynésiens à s'engager dans cette voie, comme nous l'explique Nicolas Pérez. 95 personnes travaillent chaque jour dans le service de réanimation. Un service qui gère les cas critiques et qui impose un rythme intense à ses équipes. Une cadence qui génère aussi un turnover important. Depuis la crise Covid, le service doit renouveler chaque année 40% de ses effectifs. Conséquence, au cours de ce premier semestre 2026, un tiers des infirmiers quittera le service. On est habitué à avoir un turnover, mais là, la période actuelle, elle est, on va dire, particulièrement sensible parce qu'on a vraiment eu une annonce de départ très massive, brutale et sur une période courte. L'intensité du travail peut expliquer ces départs, mais ce n'est pas la seule cause. Le CHPF manque de compétences locales. Seule solution, recruter à l'extérieur. On a des gens qui viennent passer du temps en Polynésie. Nous, la durée d'exercice moyenne en réanimation sur les agents non titulaires, les contractuels, donc les CDD, sont des gens qui restent entre 1 an et 1 an et demi. Pour Juliette, médecin du service depuis plus de 10 ans, la complexité du recrutement s'explique aussi par les profils recherchés. Il est encore meilleur que moi. Allez, on le fait. Mais je sais. Mais on se voit souvent, à chaque fois que tu viens, c'est moi qui s'occupe. Du coup, c'est impactant physiquement, c'est impactant aussi psychologiquement, parce que ça impacte sur ta vie de tous les jours, sur ta vie de famille, et parce que les situations sont difficiles. Parce que c'est des gens qui sont en détresse, des familles qui sont en détresse. Et toi, tu dois être là pour, même si tu as peur, parce que tu as peur, en fait, on a tous peur, hein, et ben tu dois pas le montrer, tu dois être là pour rassurer les gens, même si tu sens que ça va pas bien se passer. L'isolement insulaire et les besoins en compétences en réanimation dans le monde entier encouragent le nomadisme de ces médecins et infirmiers. Pourtant, le service de réanimation du Taoné serait l'un des plus réputés sur le territoire français et outre-mer confondus. Les réponses qu'on apporte, qui sont des réponses adaptées au fait qu'on soit isolé en plein milieu du Pacifique, et qui sont pour le coup des réponses qui ne sont pas forcément apportées dans d'autres endroits parce qu'il y a accès à, par exemple, un bloc opératoire de chirurgie cardiaque, je dis ça parce que c'est un exemple, ou un service de grand brûlé, ou peu importe quoi. Un savoir-faire unique, notamment dans la réanimation pédiatrique et la maîtrise des évassanes. C'est ce qui a séduit Stéphanie. Cette jeune femme qui a déjà 9 ans d'expérience ne quitterait ce service pour rien au monde. L'AREA a fait partie de l'un de mes derniers stages et ouais, ça a été une évidence. J'ai tout de suite accroché, c'est un service qui est très dynamique avec beaucoup de travail tu vois qu'il y a un travail d'équipe au fait avec le médical, les paramètres, voilà, un beau travail en binôme aussi avec les aides-soignants, donc ça a été une évidence. Une unité pluridisciplinaire qui permet souvent d'apporter du renfort à d'autres services du CHPF. C'est un service qui est très formateur et je pense que le fait de travailler en réa t'ouvre un peu toutes les portes. En vrai, tu peux travailler partout après. En gros, même quand il manque des personnes en haut, tu vois, on nous demande si on peut remplacer un manque de personnel dans les étages. Le contraire, non, c'est pas possible. Aujourd'hui,
Le service cherche 6 infirmiers supplémentaires, l'équivalent d'une équipe mobilisée chaque jour. On quitte les couloirs du CHPF pour le lagon de Reiatea. À Uturere, les tensions autour des voiliers refont surface. Des habitants se sont mobilisés ce matin pour dénoncer le non-respect par certains plaisanciers des règles de mouillage dans le cadre du Rahui. Les précisions avec Jessica Doucet. Une démonstration de force en mer, une douzaine d'embarcations, près de 40 personnes ont pris la direction du plan d'eau d'Uturere avec un message clair, faire appliquer la réglementation et mettre fin aux abus. Car sur place, le constat est sans appel. Une zone prévue pour une dizaine de bateaux en accueille aujourd'hui 36 dans des épaves. Certains sont installés depuis des mois, voire plus d'un an. Zone de mouillage, pas zone de squattage. Plus inquiétant encore, des voiliers occupent des espaces pourtant protégés par le Rahui. On fait le constat du manque de respect envers les règles qui ont été imposées par le pays dans la zone de mouillage, envers le Rahui qui a été imposé par la commune de Uturo. Plusieurs mois qu'on leur dit, quand on fait de la prévention, et nous, le quartier, on a décidé d'agir. Face à eux, des plaisanciers divisés, certains de passage assurent respecter les règles 2 jours, puis ils repartent. D'autres, en revanche, contestent ouvertement la réglementation. Alors déjà, c'est pas acté officiellement puisque on attend des corps morts mis en place qui ne sont pas encore mis en place. S'il y avait les corps morts, vous allez respecter cette réglementation des 48 heures? Alors, pas forcément. En plus de ça, que je suis président d'une association qui gère plusieurs voiliers abandonnés. Ce ne sont pas des épaves puisque je les maintiens à flot. Il faut les remorquer et il n'y a pas de solution. Alors le caca, oui, ça nourrit les poissons. Il y a 4 ou 5 espèces de poissons qui mangent le caca. Et vous faites pareil à terre, vous faites caca, tout le monde fait caca. En milieu d'après-midi, le temps est monté. La gendarmerie a dû intervenir pour calmer les esprits. Sur place, Tehina, ambassadeur de la direction polynésienne des affaires maritimes à Tumara, a tenté de rappeler le cadre légal. Vous allez voir, monsieur, il y a plein de zones. C'est super, aussi joli que celle-là. On vient soutenir cette association et surtout les aider à ce que ça ne dégénère pas, parce qu'on a vraiment vu que la population de Uturere, c'est le ras-le-bol. Depuis le mois d'octobre, je leur explique qu'on a envoyé les prospectus, ils savent le règlement, mais ça s'empire. Du côté de la mairie, on reconnaît une situation tendue. Il y a déjà eu une remontée d'informations auprès du maire de la commune d'Uturo, Mathieu Brodesson, qui lui prendra des décisions dans la semaine qui suivra. Désormais, les associations de protection de l'environnement attendent des actes, car sur le terrain, la réglementation existe, mais reste encore trop souvent ignorée. Place maintenant à une ambiance bien plus légère. Les candidats à l'élection Miss et Mister Aromatei ont réalisé leur shooting photo officiel avant la grande soirée d'élection. Un premier exercice devant les objectifs et sous le regard de la presse. Première impression, première émotion, notre journaliste Roni Moufat était sur place. C'est leur tout premier rendez-vous avec les objectifs. Devant les flashs, les candidats à Miss et Mister Aromatei découvrent l'autre facette du concours, celle de l'image, du regard des autres et de la presse. Maquillage, coiffure, changement de tenue, enchaînement des poses et défilés improvisés. Si le shooting photo est important, c'est surtout une occasion de montrer sa personnalité, car ici, on ne cherche pas seulement une belle image. J'ai choisi de participer à Miss Aromatei pour représenter mon île, Wahine, une île authentique et belle. Ça m'a déjà intéressé depuis un moment de faire du mannequinat et tout. Alors on m'a dit que ça se concrétise. Je me suis présenté au Mister Aromatei parce que c'était pour le fun, il y a les amis. Loin de la compétition, c'est aussi un moment de cohésion. Certains se découvrent, s'encouragent, se conseillent déjà, comme une petite famille qui se forme. Je trouve que ça fait tout, la cohésion de groupe. Et puis voilà, ça met toujours une bonne ambiance au sein de l'équipe, quoi. Un premier test, attitude, prestance, naturel, des éléments qui comptent autant que la beauté. 14 prétendants sont en lice, 7 filles et 7 garçons,
défendront les couleurs de leur commune sur scène. 3 passages sont prévus pour convaincre le jury et espérer décrocher le titre. La croisière s'amuse, c'est le thème de cette 35e édition. Pas encore de strass ni de couronne, mais déjà une fierté d'être là, car avant de défiler, c'est en apprenant à se montrer tel qu'on est que tout commence. On poursuit ce voyage dans les îles direction Rangiroa. À Avatoru, le cimetière communal fait partie des lieux les plus symboliques de l'atoll. Un espace chargé de mémoire au cœur de la vie de la communauté. Mais comment sont organisés aujourd'hui les enterrements et la gestion de ce site dans une commune insulaire? Élément de réponse avec Roni Moufat. Le cimetière d'Avatoru, créé au XIXe siècle à proximité de l'église Saint-Michel, faisait initialement partie du domaine religieux. Avec le temps, sa gestion a été transférée à la commune qui en assure désormais l'administration conformément aux obligations légales et aux règles en vigueur. Il n'y a pas de coutume particulière à Rangiroa? Non, pas de coutume particulière comme on peut le voir dans les autres archipels. Ici, les habitants ont l'habitude de disposer du cimetière communal et donc d'enterrer leurs défunts ici. Il y a eu quelques cas d'inhumation en terrain privé à Rangiroa, donc lorsqu'ils ont connaissance, ils viennent s'informer à la mairie et on les oriente. Après, c'est quand même difficile de faire venir un hydrogéologue à Rangiroa, donc la formalité est assez complexe et coûteuse, donc ensuite ils se rabattent généralement sur le cimetière communal. Comme dans de nombreuses îles dépourvues de pompes funèbres, la municipalité prend en charge l'ensemble des démarches liées aux obsèques. Le cercueil est fabriqué localement, les services communaux préparent les concessions et coordonnent les différentes étapes des funérailles en lien étroit avec les familles. On anticipe à Rangiroa, les caveaux sont déjà prêts à l'avance? Oui, on a au moins 4 d'avance à chaque fois. Et oui, parce qu'on n'a pas forcément également d'opérateurs funéraires, donc pour le maintien du corps de la dépouille mortelle, donc il faut généralement inhumer dans les 2 jours. Donc il faut que nos caveaux soient déjà prêts et même si c'est un dimanche qu'il faut inhumer, nos agents sont là. Malgré l'éloignement géographique et la taille réduite de la collectivité, le cimetière d'Avatoru est régulièrement entretenu. Il demeure aujourd'hui un lieu de recueillement essentiel pour les familles, un espace de mémoire collective et un symbole fort de l'histoire de l'atoll. Il illustre également l'engagement constant des services municipaux pour accompagner chaque habitant de sa naissance jusqu'à son dernier repos. C'est la fin de cette première partie de l'actualité. Place maintenant au Grand JT Sport avec notre journaliste tout-terrain, Oriano Yorana. Yorana Mika, et merci pour les informations de ce soir. Bonne soirée à toi. Quant à nous, on passe en mode sport avec du VTT, de la lutte, des sports de glisse, des sports collectifs et focus sur la chasse sous-marine avec notre invité Teina Orf. Allez, on ne perd pas un instant. Tout de suite, place au sport. Allez, direction la presqu'île maintenant. Ce matin, se sont disputés les championnats de Polynésie de VTT à Toahutu. Plus d'une 50aine de VTTistes étaient présents au départ. Au programme, 4 boucles de 6 km à franchir sur une piste exigeante. Alors tout de suite, les temps forts avec Désiré Teivao et Heiroa Toahu. Regardez. Les VTTistes se sont fait plaisir ce matin. Un tracé sur les hauteurs de Toahutu, entre asphalte, chemin de terre et boue. Un parcours complet pour désigner les meilleurs coureurs du Fénouan. Il comporte tout ce qu'on souhaite dans le VTT, de la montée, du gras, de la boue, un peu de technicité avec les descentes sur le téton de Nordhoff, là, sur la petite montagne, et surtout des parties roulantes avec l'asphalte et puis des sections de pilotage où il faudrait vraiment être vigilant au niveau d'une descente où il y a un peu de glaise. Et comme je disais, c'est surtout physique parce qu'on a à peu près à partout 200 mètres de dénivelé. Donc ils auront 4 tours, donc ça fera à peu près du 500 mètres de dénivelé, donc ça va être physique. Chez les hommes en tête de course, on assiste à un duel entre Mehdi Gabriag et Tarouya Krener. À l'issue des 4 tours de circuit, le coureur de Pirée l'emporte. Gabriag prend la 2e place et Teva Poulin complète le podium de la course. Du côté des femmes, Clémence Ded s'impose devant Reinussen et Marta Slozarska. Une grande partie de ces athlètes pourront prétendre à une place en sélection en vue des Jeux du Pacifique de 2027.
C'est pour ça qu'on essaie de redonner un second souffle et surtout un élan pour la discipline parce qu'elle fera partie des Jeux. Et on essaie de développer sur des terrains un petit peu à droite à gauche. Donc on remercie quand même les propriétaires de terriens qui nous ont prêté le terrain occasionnellement. Ce sera au Parc Verret qu'on essaiera de faire le maximum de circuits pour permettre aux pilotes de s'aguerrir en termes de pilotage. Le VTT polynésien est sur une nouvelle dynamique, une dynamique qui doit porter ses coureurs jusqu'alors en 2027. Première journée du championnat de lutte libre à Aorei. 92 athlètes engagés, dont 6 femmes, encore minoritaires lutteuses, comptent bien s'imposer sur les tapis. On fait le point en images. Peu nombreuses mais engagées, les combattantes imposent du rythme et de l'intensité dès les premières prises. Certaines attendent parfois longtemps avant de trouver un adversaire à leur poids. Alors quand l'occasion s'y prête, il faut répondre présent. Je suis super contente d'avoir une combattante parce que d'habitude j'ai personne. Du coup, on est obligé de me surclasser avec des poids plus lourds. Au début c'était hot et après à la fin elle dominait vers la fin. Et du coup je me suis dit allez c'est le moment de la pin et je l'épine. Faire un pin, comprenez par là faire un tombé, consiste à plaquer les deux épaules de l'adversaire au tapis pendant quelques secondes, une manière de décrocher immédiatement la victoire. Sur le tapis, pas de calcul, les combats se jouent à l'engagement, à l'envie de faire la différence jusqu'au bout. Chez les seniors, même détermination, venue de Moorea, Meriari fait le déplacement pour se tester. Je m'étais dit, si je m'inscris pas, je ne vais jamais savoir ma condition physique. Du coup, je m'étais dit, allez, let's go. Et avec mon conjoint qui n'est pas là également, il m'a boosté de là où il est et qui fait que je suis là aujourd'hui. J'avais 3 coachs. Rehirejudes, Teki Nauta et Keoni Bouba qui m'ont envoyé toutes les énergies possibles et voilà, je ne pouvais pas lâcher. Sur les tapis, des profils variés, parfois issus d'autres disciplines comme le judo, de quoi élever encore le niveau et forcer à s'adapter. C'était vraiment la finale la plus difficile que j'ai faite en lutte, parce que mon adversaire elle est issue du judo. Elle, c'est vraiment une grande championne de judo. Elle est revenue d'une compétition en Australie là, il y a très peu de temps. Elle performe énormément. Elle a fait les mini-jeux du Pacifique également en judo où elle a ramené énormément de médailles. J'appréhendais beaucoup cette finale et au final, j'arrivais pas tant que ça à marquer mes points. À la dernière, vers la fin du temps, j'ai réussi à choper une jambe, une tête et j'ai réussi à la pin, mais ça s'est vraiment joué à très peu et j'ai eu beaucoup de mal. La concurrence reste limitée, mais elle progresse et pour ces lutteuses, chaque combat devient une étape vers un objectif plus grand. À un an des Jeux du Pacifique, les ambitions se précisent et sur les tapis d'Aorei, les lutteuses envoient déjà un signal clair. Ambiance détendue, mais bras de fer engagés à Montpiti. Une trentaine de passionnés ont répondu à l'appel du club Team Louya de Tahiti, emmené par le champion de France Iriatara Ratia au programme découverte des règles, des bases et des techniques d'un sport aussi physique que stratégique. Dans une séance ouverte à tous, une belle opération pour faire connaître la discipline aux Fénois et peut-être révéler les futurs champions de demain. Allez, on passe maintenant à la lecture du jeu collectif et pour ça, on fait appel à notre expert, Huanui Atuahiva Yorana. Yorana Irano, Yorana tous ce soir. Alors, Huanui, le volley polynésien dans l'Hexagone encore fait parler d'eux. Exactement, Oriano, avec 8 joueurs originaires de Tahiti, le VBC Chalon s'est construit une identité forte et un collectif rodé qui lui permet de pointer en tête du championnat de National 2, un mélange de cultures qui fait aujourd'hui la fierté du club. Tout de suite, le reportage avec Pierre Lamarque et Wallis Glaise. Vous avez bien compté. Elles sont 8 sur les 14 joueuses inscrites sur la feuille de match de l'équipe de Chalon-sur-Saône. Elles ont toutes participé à la rencontre contre Clamart. Les Polynésiennes ont encore brillé aujourd'hui. Victoire 3-7-0 contre leur dauphine. On a réussi à leur transmettre le mana de chez nous. Et même celles qui ne sont pas tahitiennes, elles sont venues avec cette rage de gagner. Le mana contribue à l'énergie de toute l'équipe bourguignonne et à cette volonté farouche de vaincre. Preuve en est, 20 matchs, 20 victoires, comme aujourd'hui à Clamart. Comme je l'ai dit juste avant, ce qui fait notre force justement, c'est notre cohésion d'équipe. Et c'est ça que j'aime bien ici à Chalon. Oui, c'est un plus. Ça fait plaisir. On a tous la rage en fait.
Cette cohésion d'équipe, cette rage des joueuses de Châlons prouve que l'option polynésienne, prise par les dirigeants, commande la gagne. Confirmation enthousiaste du coach. Moi, je n'ai jamais connu ça en tant qu'entraîneur. La mayonnaise a fonctionné dès le départ. Dès les premiers entraînements, on a su que ça allait bien marcher. Et au final, après, c'est plus facile avec des victoires forcément. Mais au final, on a déroulé et la cohésion d'équipe a primé cette saison. La saison prochaine, l'équipe de Châlons évoluera en division élite. Et comme on ne change pas un recrutement gagnant, en Bourgogne, on s'est déjà tourné vers la Polynésie. Cap sur la métropole pour la SE Tamari Punarou. Du 10 au 25 mai, 12 jeunes U11 s'envolent pour un séjour mêlant compétition, immersion et découverte du football français. Un projet sportif mais aussi et surtout éducatif. Oriano Tefao et Désiré Teivao sont allés à leur rencontre dans les derniers préparatifs. Dernier réglage à l'entraînement avant le grand départ. Première étape près de Montpellier pour un tournoi national relevé à Saint-Gély-du-Fesque. Sur place, les jeunes vont se mesurer à des formations métropolitaines avec un rythme et une intensité plus soutenus. Le groupe enchaînera ensuite d'autres visites comme à Auxerre et à Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'équipe de France. Des lieux où tout est structuré, cadré et pensé pour le haut niveau. L'idée du projet, c'est de partir pendant 4 saisons d'affilée avec quasiment le même groupe d'enfants pour voir l'évolution. Alors sur Montpellier ou aux alentours ou dans d'autres endroits de métropole ou peut-être ailleurs à l'étranger, mais garder le même groupe. Et oui, l'objectif, c'est que quand ils vont être en U14, U15, on puisse faire des immersions plus précises, plus centrées dans des centres de formation. Un projet soutenu par la commune de Punaouia qui voit dans cette initiative une opportunité pour sa jeunesse. Et donc ils vont pouvoir côtoyer l'équipe pro et donc ça va avoir une visibilité, ouvrir les yeux, comment se porte le football professionnel. Et pourquoi pas, nous avons vu 2 volleyeurs de chez nous évoluer en équipe de France. Et pourquoi pas des footballeurs en âge de devenir, pourquoi pas un futur Pascal Vaïdoua. Sur les terrains, les jeunes savent qu'ils devront s'adapter à un niveau plus élevé, une motivation supplémentaire pour se dépasser. Je suis content parce que du coup, on va jouer avec de nouvelles équipes et on va faire des tournois comme on n'a jamais fait ici. Et du coup, ça va changer et on verra ce que ça donne. Pour certains, ce sera une première découverte de la métropole. Entre football et nouvelle expérience, le voyage s'annonce intense. J'ai hâte et c'est la première fois que je vais aller en France, en métropole. Et j'espère pouvoir m'amuser et faire des beaux arrêts dans les cages. Un déplacement qui pourrait aussi poser les bases de futurs échanges avec les clubs métropolitains. Immersion, détection, partage d'expériences, le projet ne fait que commencer. C'était tout pour l'actualité des sports collectifs pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, ne manquez surtout pas le grand retour de l'OFC Pro League avec le match de Tahiti United qui affronte les Solomon Kings. Un match que vous pourrez regarder en direct sur la chaîne de TNTV jeudi prochain. Je vous laisse en compagnie de Oriano Tefao et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure, pour le débrief des sports collectifs tous ensemble. Merci Hoanoui. Allez, tout de suite, on part sur l'eau du spectacle dans les vagues de Taharou. Mercredi, les meilleurs jeunes surfeurs et bodyboarders scolaires s'affrontaient lors du championnat de Polynésie USSP. Entre performance et esprit de compétition, la relève a répondu présent. Reportage de Hoanoui à Tohiwa. Du spectacle et des vagues au rendez-vous sur le beach break de Taharou. Le championnat de Polynésie scolaire de surf et bodyboard en individuel a réuni 44 compétiteurs venus de 6 établissements. En surf, les collégiens d'AMJ décrochent la victoire, tandis que chez les lycéens, Peyo Chariot et Reipoué Chapelier du lycée Touyanou Le Gaïk s'imposent. C'est trop bien, on a eu des bonnes vagues toute la journée. C'est bien de faire des compétitions avec les autres écoles et tout. C'est sûr, ça fait une compétition en plus, ça fait de l'expérience en plus. C'est tout le temps les mêmes filles, donc en fait, c'est un peu comme les vraies compétitions, quoi. Même intensité côté bodyboard,
Avec des séries disputées et engagées, où les athlètes du collège de Papara et du lycée de Taravo ont su faire la différence. J'ai été très choqué, il y avait aussi de la concurrence dans les autres collèges. Mais je ne pensais pas gagner aujourd'hui. Je pense que la figure qui m'a noté le plus, c'était le invert. J'ai réussi à faire ça en demi-finale. C'était la figure qui a permis à passer en finale. Particularité de cette compétition, les jeunes ne sont pas seulement à l'eau, ils passent aussi derrière la table de jugement pour apprendre les règles et affiner leur regard sous la houlette d'un professionnel. C'est top de juger, ça permet d'apprendre plus sur comment ça vaut les manœuvres. Donc si on fait des compétitions à venir, je pourrais moi-même compter mes vagues et voir à peu près où j'en suis dans la compétition. C'est toujours un plaisir déjà d'encadrer les jeunes. On espère que parmi tous ces jeunes, peut-être dans quelques années, il y en a qui seront juges au sein de la fédération. Pourquoi pas voir juger les championnats du monde, les compétitions pro. Une journée complète entre performance et apprentissage qui confirme que la relève du surf polynésien est déjà bien lancée. Et après les vagues, cap sur la surface, la chasse sous-marine séduit de plus en plus aux Fénois entre performance et maîtrise, mais les risques restent bien réels. Et pour allier pratique et sécurité, un stage de prévention était organisé aujourd'hui avec un vice-champion du monde, immersion avec Hoanu Atohiba. Ils sont 20 stagiaires à avoir répondu présent. Dive&Sea et la Fédération tahitienne des sports subaquatiques organisaient aujourd'hui une formation visant à rappeler que la chasse sous-marine, bien que passionnante, reste une pratique exigeante et dangereuse. Toutes les familles ont un fusil de chasse sous-marine, un surf à la maison et beaucoup pratiquent la chasse sous-marine qui est une activité magnifique mais extrême et vraiment accidentogène. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se mettre à l'eau sans avoir un minimum de connaissances et de bonnes pratiques. Au programme réglementation, consignes de sécurité et compréhension des risques, un accent particulier est mis sur l'apnée et ses effets sur le corps, encore trop souvent sous-estimés. On essaie de voir les règles de base en matière de réglementation d'abord, mais surtout de sécurité. Donc les bons comportements à avoir et surtout les accidents physiologiques liés à l'apnée et dans le principal qui est la syncope. Car les accidents peuvent survenir en tout temps, les participants repartent avec un message clair. Ne jamais pratiquer seul et toujours anticiper les risques. C'est un sport dangereux et ici les gens ils n'en ont pas forcément bien conscience. Mais même des personnes qui pêchent juste dans le lagon, tu vas pas fond mais il peut toujours avoir des problèmes. Et là tout seul, c'est foutu quoi. Faut pouvoir faut tout prévoir. À ce jour, plus de 3000 personnes ont été formées par la fédération. Mais les organisateurs comptent bien renouveler leurs actions pour toucher encore plus de pratiquants et réduire les accidents en mer. Et ces risques, on en parle tout de suite avec notre invité sur le plateau, Teina Hort, championne du monde de la discipline. Teina, Yorana. Yorana, Oriano. Alors on l'a vu dans le reportage, est-ce que ces formations sont essentielles? Elles sont essentielles pour la sécurité. On a eu trop d'accidents ces derniers temps et effectivement, il faut se former. La FTSC fait en sorte de proposer des formations. Normalement, elles sont gratuites, mais quand on ne peut pas, on essaie quand même de faire de la sécurité dans nos clubs. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend pendant ces stages? Alors on apprend déjà les bases. Avant de partir à la pêche sous-marine, on se prend un binôme, deux binômes, peu importe, hein, mais quelqu'un qui a le même niveau que soi pour pouvoir aller chercher son copain si jamais il y a un souci. Il faut connaître la météo, bien entretenir son matériel. En fait, être un bon chasseur, ça requiert beaucoup de connaissances. On ne devient pas un bon chasseur comme ça, hein. C'est à force de pratique et à force de le faire. Alors vous avez une grosse expérience dans cette discipline. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans cette situation d'urgence? Alors pour nous, je pense qu'en tant que femme, on est un petit peu plus safe que les hommes. Donc non, on n'a pas eu affaire personnellement à ça. Mais autour de nous, les pêcheurs comme Maui qui était dans le reportage, ou Rahiti Buchin, notre président, ont eu des accidents en live et ont dû réagir très très vite pour sauver leur binôme. Et quel message vous voulez adresser à ceux qui plongent et sont forcément avec un encadrement? Alors, allez toujours avec quelqu'un qui est à votre niveau, déjà. Vérifiez la météo et prévenez vos proches, surtout la zone sur laquelle vous allez évoluer, combien de temps vous allez. Et puis, voilà, je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'anticiper sa pêche, vérifier son matériel, que tout soit bien aux normes et que là, on n'a pas un son d'eau qui est défectueux. En tout cas, vraiment se prévenir.
de tout ce qui peut arriver. Alors, on va parler de performance maintenant, et notamment de votre parcours. Vous avez été plusieurs fois championne de Polynésie. L'année dernière au Brésil, vous avez décroché 2 titres de championne du monde, individuel et par équipe. La semaine dernière, il me semble, en Australie, vous avez décroché votre 3e titre avec Onyx Le Béant de championne d'Océanie. Comment vous positionnez par rapport à tout ce parcours? Eh bien, on est très fiers d'avoir représenté le drapeau polynésien. Pour nous, c'est un accomplissement. Ça fait 13 ans qu'on fait de la compétition, localement et internationalement. Ça nous tenait à cœur de gagner la 3e fois les Océanias parce que c'est une compétition qui a marqué nos débuts, puisqu'on a commencé en 2014 avec Onyx Le Béant à Reatea et c'était notre première victoire. Et on voulait terminer notre binôme par l'Australie et cette 3e victoire. Alors, comment on se prépare dans une compétition internationale comme ça? On doit partir plusieurs jours avant, plusieurs mois même? Comment ça se passe? Alors, plusieurs jours avant, non. Je pense que plusieurs mois, oui. 2 mois minimum, c'est essentiel si on veut devenir champion du monde ou devenir champion d'Océanie. Il faut prendre le temps, il faut se donner les moyens, il faut aller sur place, il faut connaître les courants, les vents, les poissons. Il faut se renseigner auprès des locaux pour savoir quelle est cette espèce de poisson-là, parce qu'on nous donne une liste, mais on a des images, mais pour vraiment savoir, il faut aller dans l'eau, il faut aller observer, il faut prendre en compte le froid aussi, la température, ça change tout, ça change la façon de se plomber, ça change l'épaisseur de la combinaison, l'adaptation sur la peau, tout ça. Il faut s'adapter à tout moment, à toute situation. Voilà, il faut être très adaptable. Par exemple, parfois on a des petits soucis logistiques, parfois on peut avoir un bateau qui est trop petit, donc il faut se dire ok, on va trouver un moyen de pallier à ce petit problème. Donc une équipe peut partir de la plage, une autre équipe sur le bateau, enfin bref, il faut vraiment s'adapter à tout. Teina, ça a été votre dernière compétition à l'international avec Onyx? Comment ça se passe? Alors c'est pas notre dernière compétition à l'international avec Onyx, c'est juste que notre binôme, on pense... C'est le dernier de notre binôme, mais on pense que toutes les deux, on pourra encadrer les nouvelles. C'est-à-dire la relève est là, on a des femmes, mais il faut les accompagner. Et pour ce faire, il faut qu'on soit toutes les deux là, avec elles, pour les accompagner, leur donner des conseils et vraiment développer le coaching. Un message justement adressé à tous ceux qui veulent se lancer sur vos traces? Oui, alors il y a des clubs à Tahiti, il y a la Team Heke, il y a la Estefana Chasse sous-marine, à Moorea, il y a Toahine Spearfishing et j'encourage vraiment les jeunes, les moins jeunes, tous ceux qui veulent pratiquer ce sport, de trouver un encadrement sécurisé et avec les meilleurs au monde. Merci Teina, le message est bien passé et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Maruru. Allez, Va et drogue ne rament pas ensemble. C'est le slogan porté depuis 5 ans par l'événement Va Aotearoa. Ce week-end à Mataia, plus de 500 rameurs se sont mobilisés sur le plan d'eau de Te Horo pour porter ce message. Le reportage de Désiré Teivao. Te Va Aotearoa, c'est ça, c'est la paix. Pas de drogue dans le Va. Ce n'est pas encore l'heure de la compétition, mais celle de la communion. Avant de lancer les différentes courses, Billy Tupea convie les rameurs à une balade symbolique sur le lagon. Pas de chronomètre, juste le plaisir d'être ensemble, un moment de solidarité pour lutter contre le fléau de la drogue. Je me battais un peu pour protéger un peu nos enfants pour la drogue, comme le Pakalolo par exemple. Et ça a beaucoup quand même calmé, mais par contre la ice a pris le dessus. Je pense pas, peut-être dans le A un peu, mais en général sur la Polynésie a beaucoup pris de l'ampleur la drogue. Va et drogue ne rament pas ensemble, un message relayé auprès des 500 participants, dont une grande majorité de jeunes. Ils ont choisi de faire de la rame leur meilleur bouclier. Il faut se focaliser et aller dans un sport et ne pas aller dans la drogue, tout ce qui est paca, ice. Je dirais les amis, il ne faut pas aller dans la drogue, il faut venir dans un sport, dans le VA, c'est pour s'amuser. Ouais. Il ne faut pas que la drogue arrive dans le VA, il ne faut pas être consommateur. Sur la drogue, ça fait plein de dégâts. Déjà, le VA et la drogue, c'est pas bien parce que la drogue, ça emmène des effets qui n'est pas bien pour le corps. Du coup, on essaye de prendre le VA pour faire sortir les jeunes de la drogue, des vapos et tout. Le combat continue, mais ce week-end à Mataia, c'est bien le sport et la vie qui ont pris le dessus.
Et samedi prochain, le programme s'annonce chargé avec un véritable marathon sportif cap sur Moria pour le Xterra Trail dans les montagnes. Direction ensuite Punaouia avec le mémorial Guité Maori, on va dans le lagon. Et dans l'après-midi, football à Moria avec Tefana contre Mira, un samedi non-stop 100% sport. Coup de sifflet final pour votre grand JT Sport, mais le sport continue sur TNT avec le documentaire Inside consacré au Polynesian Battle Games dès 19h30. Demain soir, Athéna, Milcam vous donne rendez-vous pour le JT et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle dose d'énergie. D'ici là, restez actifs et gardez la forme. Bonne soirée à tous.